parcours de formation Profle Plus et il anime également des formations à la carte dans le domaine du FLE, habilite les examinateurs correcteurs du DELF-DALF et est concepteur de programmes pédagogiques multimédia. Voilà. Alors, petit point pratique avant de laisser la parole à Antoine. Pour les questions que vous souhaitez lui poser pendant ce webinaire, merci de les poser dans la question QR. Ça apparaît parfois sous questions-réponses ou preguntas y respuestas, normalement en bas de votre écran, et non dans le chat. Voilà, le chat est réservé aux échanges plus informels. Et à la fin de la formation, donc, nous poserons ces questions aux formateurs. Donc, je laisse maintenant la parole à Antoine et je vous remercie à vous tous et bonne formation. Merci Delphine, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme Delphine l'a mentionné, je vais vous présenter quelques outils pratiques pour animer, dynamiser un peu nos classes virtuelles. Donc, cette modalité que nous vivons depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous apporter des clés, de vous faire découvrir quelques outils ou redécouvrir quelques outils et essayer de savoir à quel moment est-ce qu'on peut les utiliser dans nos cours. Alors, pour ce faire, j'ai décidé d'organiser ma présentation en suivant les étapes d'une unité didactique. Donc, pour rappel, l'unité didactique, c'est un cadre théorique que l'enseignant utilise pour guider l'apprenant depuis la découverte du sens vers l'analyse de la langue jusqu'au réemploi des points, des objectifs linguistiques ou communicatifs étudiés. Donc, ces différentes étapes, je les ai regroupées en 4 grandes familles. Je vais vous partager mon écran. Voilà, donc exposer, ça correspond à la première partie de cette unité avec la sensibilisation. Comprendre, qui regroupera 3 parties, l'anticipation, la compréhension globale et la compréhension détaillée. Traiter, qui comprendra le repérage, la conceptualisation et la systématisation de l'unité. Et enfin, la partie produire avec la production orale et la production écrite. Nous essaierons de voir quels sont les outils donc, les plus pratiques, peut-être les plus utiles pour ces différentes étapes du cours. Je ferai un petit point aussi sur un aspect qui me semble essentiel dans l'animation de nos classes virtuelles, c'est la collaboration. On est souvent en face de grands groupes et le fait de faire travailler les étudiants entre eux peut être assez bénéfique pour la vie du groupe et aussi pour par exemple, rompre un peu l'isolement que l'étudiant pourrait avoir en se retrouvant seul chez lui. Je ferai un dernier petit point sur des outils pour évaluer. Alors, surtout un outil pour évaluer, sachant qu'il y a une formation qui est prévue le 27 mai, je crois. Donc, voilà, je vous invite à y participer. Je suppose qu'elle sera beaucoup plus détaillée que ce petit point que j'aborderai. Mais en tout cas, sachez qu'il existe des outils également pour évaluer. Je vais faire cette présentation donc, des outils pendant 1 heure. Ensuite, il y aura 30 minutes de questions-réponses. Je vais présenter les outils, alors 2 types d'outils. Les outils qui sont disponibles dans votre programme de visioconférence. Donc aujourd'hui, nous utilisons Zoom. Bon, c'est le plus populaire, mais il en existe d'autres comme Teams par exemple ou Hangout. Sachant que la plupart de toutes ces plateformes proposent les mêmes fonctionnalités. Moi, je connais mieux Zoom, donc je vais vous présenter Zoom, mais sachez que toutes ces fonctionnalités doivent exister sur la plateforme que vous utilisez. Dans cette configuration de webinaire, je n'ai pas accès à toutes ces fonctionnalités, mais je vais vous les expliquer. Je pense à l'outil de création de sous-groupes ou l'outil de sondage que je vous expliquerai quand on y arrivera. Voilà, j'ai décidé de faire cette organisation, enfin cette présentation segmentée, mais sachez que les outils que je vais vous présenter ne s'utilisent pas uniquement sur cette étape de l'unité didactique que j'ai choisie. Hein. Vous pouvez tout à fait détourner leur utilisation ou les utiliser à d'autres moments. Ça, c'est un choix personnel. Voilà, je vous invite
à découvrir tous les outils que je vais vous montrer et de choisir un peu ceux que vous préférez selon vos goûts, la simplicité d'utilisation, etc., etc. Alors, ne prenez pas de notes. À la fin de cette présentation, je vous donnerai le lien de ma présentation. J'ai utilisé Prezi. Alors, c'était un nouvel outil que je voulais découvrir et qui est pas mal, qui permet d'avoir des présentations un peu dynamiques. Donc, à la fin de cette présentation, je vous enverrai dans le chat le lien et vous pourrez y accéder. Donc, pas besoin de noter tous les URL, toutes les adresses de sites. Vous les aurez ultérieurement. Voilà, je vous propose de commencer. Alors, je vais arrêter cette diapo et je vais passer cette diapo. Donc, nous étions... Voilà, nous arrivons dans la première partie, qui est l'exposition ou la sensibilisation. Alors, j'ai mis une petite définition ici. C'est l'étape d'éveil qui va permettre de sensibiliser les apprenants à l'objectif global du cours, objectifs communicatifs, les actes de langage que vous allez travailler, les objectifs linguistiques, socioculturels, etc. Et en général, pour sensibiliser les étudiants, on peut le faire à partir d'une question, d'un bruit, d'une image, d'un texte, bref, d'une petite accroche qui va permettre de lancer une sorte de discussion informelle et qui va stimuler la curiosité, la mémoire de vos apprenants afin de faire émerger chez eux des connaissances latentes et des idées nouvelles. C'est une étape qui permet par ailleurs à vous, enseignants, de faire le point un peu sur les connaissances de vos apprenants. Donc, il existe différentes fonctionnalités. Vous voyez les outils de la visio ici de la plateforme de visioconférence. Et ensuite, nous verrons des outils web donc, qui sont présents sur le web. Nous verrons aussi quelques petites applications qu'on peut utiliser sur un smartphone. C'est assez populaire auprès des étudiants. Alors, on commence avec les outils de la visioconférence. Donc, pour sensibiliser, je peux, on l'a vu, sensibiliser avec une image. Vous voyez, ici, je suis en train de présenter et il existe ce qu'on appelle, sur Zoom, le fond virtuel. Alors, le fond virtuel, c'est la possibilité de remplacer mon salon qui est derrière par une image. Alors, je vais arrêter le partage et je vais vous montrer comment on le fait. Donc, vous allez sur la configuration de la vidéo, choisissez un fond virtuel et je vais choisir une image. Par exemple, hop, celle-ci. Alors, ça peut mettre un peu de temps. Voilà. Et je peux donc demander à mes étudiants, qu'est-ce que vous voyez? Lancer une sorte de débat. Est-ce que vous reconnaissez ces monuments? Où est-ce que nous sommes? Etc., etc. Vous pouvez évidemment choisir une photo qui est la photo que vous voulez ou une photo en lien avec votre cours. Voilà, donc ça c'est une première possibilité que nous offre la plateforme de visioconférence. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le chat, d'envoyer cette image ou d'envoyer un enregistrement MP3, envoyer un PDF, bref, envoyer toutes sortes de documents multimédia sur le chat. Vous avez aussi cette option que je suis en train d'utiliser qui est le partage d'écran. Donc je peux partager mon écran, mais je peux aussi partager d'autres choses comme un son. Alors, vous avez, hop, je vais chercher le son que j'ai sélectionné pour lancer un peu le cours. Je demande à mes étudiants où est-ce qu'on se trouve. Écoutez bien. Voilà, donc vos étudiants interviennent. Ah, il y a du monde, j'entends la découverte. C'est peut-être un restaurant. Voilà. Donc, le partage de son, je peux partager une image qui est ouverte, je peux partager
une page web qui est ouverte sur mon navigateur, hein, l'option de partage, c'est partager des documents ou des éléments qui sont présents sur votre écran à vous. Bon, évidemment, nous sommes en visioconférence. Vous avez la possibilité de parler, on vous entend, on utilise le micro et on utilise la webcam. Ça peut, c'est évidemment le propre de la visioconférence et utilisez-les pour communiquer avec vos étudiants. Je vais maintenant m'intéresser aux outils web qui sont disponibles pour cette étape de sensibilisation. Alors, un premier outil ou deux outils pour fabriquer des sondages ou des quiz. Alors, pour mesurer un peu peut-être l'ambiance de votre cours ou pour essayer de faire émerger des idées ou des phrases, je ne sais quoi, vous pouvez utiliser WooClap. Alors, WooClap, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Alors, voilà, je m'étais connecté, ça m'a déconnecté tout seul. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de prendre votre téléphone portable et de scanner le code qui est à l'écran, s'il vous plaît. Alors, allez-y, vous prenez votre appareil photo de téléphone, vous le placez devant ce code et, en théorie, votre téléphone va ouvrir votre navigateur sur votre téléphone et nous allons donc répondre à cette petite enquête. Je vous laisse une minute pour le scanner. Et je vais lancer la première question. Alors, j'ai préparé plusieurs questions en amont. Je vais vous en montrer une ou deux parce que le temps passe. Alors, comment vous sentez-vous avant de commencer cette formation? Vous pouvez ici écrire un petit adjectif. Voilà. Et les réponses de tous les participants vont s'afficher en nuage de mots. Vous voyez que les mots les plus utilisés sont les mots qui sont les plus grands. Et ça nous permet d'avoir un peu une idée, dans ce cas, du sentiment de tous les participants. Donc, on est plutôt bien, enthousiaste, super, impatient, content, endormi, très bien. Donc, voilà, super. Je vous remercie. Je vais passer à la question suivante. Pensez-vous que l'on apprend aussi bien à communiquer en classe présentielle qu'en classe virtuelle? Alors, ça va me permettre un peu d'avoir votre opinion sur ce thème. Donc voilà, imaginez qu'en classe de langue, ça vous permet de connaître un peu ou de savoir quelles sont les connaissances que vos apprenants avaient au préalable avant d'aborder ce thème. Donc c'est assez partagé, hein, on est presque 50-50, c'est super. Bon, voilà, je pense que ça représente assez bien la population de professeurs. Voilà, je vais arrêter là. Peut-être faire une dernière petite question. C'est le oui qui le remporte avec 5%. Bon. Comment vous sentez-vous lors de l'animation de vos classes virtuelles? Très à l'aise, bien, mais il me manque de la préparation. Moyen, c'est parfois difficile. Donc ici, vous choisissez l'option qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est un outil qui est assez facile d'utilisation. Vous pouvez faire différents types de questions. Vous voyez, nuage de mots, association, oui ou non, vrai, faux, etc. etc. Voilà, très à l'aise. Donc, la grande majorité est plutôt à l'aise, hein, très à l'aise, ou bien qu'il manque de la préparation. Voilà, moyen, pas du tout à l'aise, 3%. Donc voilà, c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on s'est habitué après une année de manipulation et de modalité classe virtuelle. Hop, voilà. Je vais passer maintenant à un autre outil que je vais vous présenter rapidement. Vous le connaissez certainement, c'est l'outil Kahoot. Alors, l'outil Kahoot est aussi un outil qui nous permet de faire des sondages, mais il nous permet aussi de faire des petits quiz.
Alors, s'il nous reste du temps, on reviendra, je vous montrerai comment créer une activité. L'idée aujourd'hui, c'est plus de vous présenter les outils et de vous donner quelques pistes pédagogiques, mais c'est vraiment à vous d'aller voir, d'aller tester, d'aller manipuler ces différents sites pour imaginer l'utilisation que vous en feriez. Donc, Kahoot, c'est un peu comme Wooclap. Alors, nous avons vu ces outils sondage et quiz. Nous allons voir maintenant des cartes mentales. Pour sensibiliser, vous pouvez dire, alors, si je vous dis au restaurant, vous pensez à quoi? Et là, vous pouvez lancer une carte mentale. Donc, voilà, j'en ai créé une où, en partageant le lien de cette carte, tout le monde peut participer et ajouter des petites… Alors, le verbe être, c'est pour exprimer quoi? Ah oui, la nationalité, l'état civil, la description, et puis vous pouvez ajouter peut-être des phrases. Je suis mexicain, je suis français, etc. etc. Donc, c'est une arborescence qui se crée au fur et à mesure de la participation de tous les participants. Donc, ça nous permet de remplir déjà une carte avec quelques éléments que nous pouvons enrichir tout au long de notre cours. Donc, il existe celle-ci qui s'appelle Kogel.it. C'est un site qui propose ce genre d'outils, mais il en existe d'autres. Il en existe même beaucoup. J'en ai choisi deux, Mindomo et Kogelit. Voilà pour ce qui est des cartes mentales. Ensuite, on peut faire un brainstorming pour sensibiliser. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'outil Framemo. Alors, si nous sommes au restaurant, je crée mon tableau et chacun va pouvoir aller coller des petits post-it pour dire un peu ce que ce mot au restaurant évoque. Alors, pareil, si je vous partage le lien, il y a un lien du tableau. Hop, il est copié. J'arrête ce partage, je peux vous l'envoyer dans le chat et vous pouvez, si vous voulez, participer à ce petit brainstorming ou pluie d'idées. Je reviens sur sur mon tableau et en cliquant sur le petit plus, au restaurant, on peut ajouter du vocabulaire, peut-être, je ne sais pas moi, une table. Alors, voilà, pour l'éditer, vous pouvez changer aussi la couleur. Ça peut être du vert, du bleu, du jaune, du orange. Donc, tout le monde peut participer comme ça dans sa classe virtuelle et apporter ses idées sur ce thème du restaurant. Alors, c'était nouveau. Je vais mettre au restaurant. Voilà, je suis désolé d'aller un peu vite. On a beaucoup d'outils à voir. On a à peu près une cinquantaine, donc j'essaie de passer. Mais voilà, et vous avez tout à fait compris. Le système, c'est facile à prendre en main. Après, vous pouvez coller des petites pastilles sur les post-it qui vous plaisent. Hop, je vais mettre une bleue ici, une violette ici. Voilà. C'est un outil assez sympa qui est gratuit. Google propose aussi sa carte mentale, ou plutôt son outil qu'on peut détourner en carte mentale, c'est le Jamboard. Alors, Jamboard, c'est donc Google qui le propose. Et de la même manière, vous pouvez ajouter des petits… alors, j'ai collé une petite image en fond. Vous pouvez, si je vous partage le lien, de la même manière, je ne vais pas le refaire, mais vous pouvez coller des petits post-it en disant au restaurant, garçon, etc. Vous voyez, des petits cadres s'affichent de couleurs, donc c'est un peu le même système. Hein. Vous pouvez aussi coller des images, vous pouvez coller du texte, vous pouvez utiliser un laser pour montrer les différents éléments de l'image. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un serveur, oui, très bien. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est peut-être un client, voilà. Voilà, c'est un outil aussi qui est gratuit, comme tous les outils Google. Vous pouvez changer l'arrière-plan, etc., etc. Alors, pour trouver une image, il faut pouvoir accéder à une bibliothèque d'images. L'idéal, c'est évidemment d'utiliser des images qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser librement en cours.
Et pour ce faire, je vais sur ce qu'on appelle des banques d'images ou des banques de sons, si je cherche un son. Alors, vous voyez, j'ai sélectionné ici un site qui nous propose une vingtaine de banques de sons gratuits, de sons MP3 que vous pouvez télécharger. Donc, si vous allez sur un site, vous voulez par exemple commencer votre cours par un son de restaurant, comme j'ai fait tout à l'heure, ou un son de quoi que ce soit, vous allez chercher dans la barre de recherche votre son. Alors là, c'est une forêt. Vous choisissez le format qui vous intéresse. Donc, on priorise le MP3 parce que c'est un format qui pèse beaucoup moins lourd que les autres. Et je télécharge. Le son va s'enregistrer sur votre ordinateur et vous pourrez le diffuser librement via Zoom ou en partage d'écran. C'est la même chose pour les images. Ici, une sélection d'une vingtaine ou une cinquantaine même de sites d'images libres de droit que vous pouvez utiliser pour cette première étape de sensibilisation, mais aussi pour des présentations que vos étudiants peuvent faire ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose, une image en particulier qui vous intéresse ou un titre qui vous intéresse et que vous souhaitez le prendre, il y a ce qu'on appelle des outils de screenshot. Ce sont, alors, moi je travaille avec Mac, j'ai la possibilité de l'avoir directement. Vous avez aussi une touche sur Windows qui vous permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez, si je sélectionne par exemple cette partie, hop, je l'encadre et j'ai mon image qui apparaît. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, je ne sais pas sur quel… il faut que, en fait, que je me rends compte que c'est onglet par onglet. Donc, je suis en train de… Voilà, je suis sur le site. Donc, vous n'avez pas vu les différents sites que je vous ai montrés juste avant? Non. Si? Si, on Ok, les a vus en tout. ok, Par contre, ok, on ne voyait super. pas l'image. Ok, le screenshot, donc c'est ça. J'ai la possibilité de sélectionner une partie du site internet que je suis en train de visiter, de l'enregistrer en image et l'envoyer, vous voyez, directement dans le chat. Ça, c'est très pratique, vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. Vous pouvez, par exemple, prendre des questions ou quoi que ce soit. Oh, vous voyez, moi, ça, c'est l'image que j'ai sélectionnée. Mais il existe des outils que vous pouvez, des extensions que vous pouvez ajouter à votre navigateur. Donc ici, c'est Nimbus. Nimbus que vous pouvez utiliser à Chrome si vous utilisez Chrome ou Firefox ou n'importe quoi. Et si vous l'installez, vous avez accès, vous voyez en haut à droite, à la petite icône qui me permet de choisir le mode de capture d'écran que je souhaite. Soit toute la page, soit un fragment de l'image, soit le défilement, soit la vidéo, si vous pouvez enregistrer une vidéo aussi avec le son et tout. Faites attention à, évidemment, avoir les droits d'auteur ou utiliser des vidéos qui soient libres de droit. Donc, je vous présente aussi Screencastify qui vous propose les mêmes choses, à peu de choses près. Et voilà. Donc, pas mal d'outils pour faire la même chose. Je vais revenir pour passer à la deuxième étape de l'unité didactique. Quels sont les outils que je peux utiliser pour comprendre? Donc, pour la partie de compréhension, c'est pas ça. Je vais vous partager mon écran. Donc, alors, l'étape de compréhension se divise aussi en trois parties. Donc, une première étape d'anticipation qui prépare à la compréhension du document. C'est à cette étape qu'on invite les apprenants à faire des hypothèses sur le document déclencheur que vous utilisez. S'il s'agit d'une image, vous pouvez poser des questions très simples comme qui, quoi, où, comment, pour essayer d'éveiller un peu la curiosité de vos apprenants. Et à partir de ce document déclencheur, vous passerez à une deuxième étape de compréhension globale. En général, c'est une lecture ou une écoute du document, puis une compréhension plus détaillée lors d'une troisième étape avec des questions un peu plus précises sur le document. Voilà, ça peut être une deuxième, troisième ou voire quatrième écoute ou lecture.
L'outil de visioconférence, alors vous avez la possibilité d'envoyer vos documents soit par le chat, soit partager votre écran et proposer une lecture commune si vous le souhaitez, soit envoyer un sondage. Alors, on le verra un peu plus tard. Pour ce qui est des outils web, nous en avons pas mal. Alors, si vous avez décidé d'utiliser une vidéo comme document déclencheur, vous avez tout un tas de sites qui vous permettent de créer, à partir de cette vidéo, un questionnaire. Edpuzzle, c'en est une. Vous connaissez peut-être TED Talk. TED Talk vous donne la possibilité de créer des questionnaires à partir d'une vidéo YouTube que vous allez enregistrer. Donc, alors ça, c'est le premier. Edpuzzle, au fur et à mesure que la vidéo que vous avez téléchargée avance, vous avez des questions sur la droite qui s'affichent. C'est un peu buggé, mais voilà. Je peux vous montrer sur TED Talk. Donc, vous voyez, TED Talk ici, vous avez la possibilité de créer une leçon. Lorsque vous créez cette leçon, vous copiez simplement l'URL de votre site de la vidéo YouTube, si c'est une vidéo YouTube, et vous pourrez ensuite créer des questions à choix multiples, des questions vraies ou faux, etc. etc. Un troisième outil, bon, Kahoot, nous l'avons vu, permet de faire ce genre de choses. Il y a aussi Quizlet. Alors, Quizlet, c'est un site qui nous permet de faire des flashcards. Donc, c'est peut-être plus pour le travail de systématisation, je l'ai mal placé, donc j'y reviendrai plus tard. Mais Quizzes, oui, vous permet de créer des questionnaires et des quiz sur des documents. Alors, ça peut être un texte ou une vidéo. Si vous ne savez pas comment télécharger une vidéo de YouTube sur votre ordinateur, vous avez ce site qui est très pratique, qui s'appelle Save-From-Net. Vous avez juste à coller ici le lien de la vidéo qui vous intéresse et vous la téléchargez. Donc, vous choisissez le format et puis le téléchargement se lance. Vous pouvez choisir le poids de cette vidéo, la qualité de cette vidéo et vous allez la voir dans votre dossier téléchargement. Si vous travaillez à partir de votre Drive, en général, les liens que vous partagez sur Drive sont très longs. C'est 3, 4, voire 5 lignes de liens. Pour raccourcir ces liens, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle des minimiseurs d'URL. Donc ici, en collant votre lien qui est très très long, donc ici, bon, il n'est pas très long, vous avez la possibilité de le minimiser en un URL court. Mettre un peu de temps. Voilà, donc cette URL correspond à l'URL que j'ai voulu minimiser. QR code générateur, c'est la même chose. Vous collez votre lien et vous avez même la possibilité de faire des codes QR. Donc, c'est assez pratique. Vous voyez, avec logo, sans logo, etc. etc. Voilà. Nous allons passer à l'étape suivante. L'étape de traitement, donc sensibilisation, donc exposition, sensibilisation, les 3 types de compréhension avec les différents outils utiles pour favoriser des activités de compréhension orale et écrite. Nous passons maintenant au traitement. Donc, je vous partage mon écran. Voilà. Donc, le traitement se divise aussi en 3, le repérage, la conceptualisation et la systématisation. Donc, ici, c'est l'étape qui va permettre à l'apprenant d'analyser le corpus proposé dans le document déclencheur et d'en découvrir le fonctionnement. La première étape, le repérage, va permettre aux apprenants de relever un peu dans le document quels sont les indices qui vont les aider à découvrir la règle d'usage de la langue. Ça peut être une règle de grammaire, par exemple. C'est donc à partir de ce repérage qu'on va conceptualiser une règle à partir des informations qui ont été données par l'analyse du corpus. À partir de la formulation de la règle, vous passerez à l'étape de systématisation pendant laquelle l'apprenant va fixer
les structures conceptualisées afin de les réemployer spontanément dans le cadre d'une communication authentique. Donc ici, ce sont souvent des exercices dans lesquels ils doivent réutiliser les différents éléments de la règle qu'ils viennent de voir, même de créer. Alors, pour la visioconférence, vous avez la possibilité d'utiliser le chat, le partage d'écran, le sondage et quelque chose de nouveau, le breakout room. Alors, breakout room, c'est propre à Zoom, mais ce que j'aime bien faire lorsque je conceptualise, c'est de créer des sous-groupes. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont des groupes de 40, 45, voire 50 étudiants. Je pense à nos amis de la CEP. Sachez que en créant des sous-groupes, vous avez la possibilité de faire travailler vos étudiants les uns avec les autres. Et c'est vraiment motivant pour eux et plus facile pour vous d'organiser vos cours. Et puis, le système de sous-groupes, on se retrouve un peu comme dans la classe, comme en classe présentielle, où vous créez des groupes de travail, chacun discute. Alors, on peut mettre des élèves ou des apprenants qui n'ont pas le même niveau pour essayer d'homogénéiser un peu le niveau du groupe. Il y a peut-être des étudiants qui sont meilleurs en grammaire que d'autres, donc ils vont se complémenter un peu. Donc, c'est à vous un peu de créer des groupes, les groupes de votre choix. Vous avez soit la possibilité de créer des groupes aléatoires au hasard, soit choisir les membres de groupe, soit donner la possibilité aux étudiants de choisir leur groupe. Maintenant, les outils sur le web pour cette étape de traitement. Alors, j'ai listé quelques exerciceurs. Les exerciceurs, ce sont des pages qui vous permettent de créer des exercices, ici des exercices pour travailler en autonomie. Donc, si on va voir le premier, Learning App, vous le connaissez certainement. Voilà, donc Learning App propose une bibliothèque d'activités, donc vous pouvez chercher l'activité que vous voulez travailler et puis proposer à vos étudiants des exercices où vous pouvez vous-même créer vos activités. Donc voilà, j'en ai créé une cette semaine dans laquelle vous devez, je vais actualiser la page puisqu'a priori c'est un peu congelé. Vous devez créer des paires. Donc, vous avez les pronoms personnels, vous avez le verbe conjugué. C'est à vous d'associer le pronom avec le verbe conjugué. Voilà, associer le nom. Donc, il y a des exercices d'association, des exercices de vrai ou faux, des exercices où vous devez regrouper les éléments les uns avec les autres. Mais vous voyez, alors suis, vous suis, ah non, c'est pas ça, je suis. Voilà, donc vous voyez, les deux parties s'attachent les unes avec les autres. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez valider, voir quelles sont vos bonnes réponses et vos mauvaises réponses. L'avantage de ces exercices d'auto-formation, c'est que vous avez, alors pas sur cet exercice, mais vous avez souvent un feedback. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif, parce que l'étudiant se rend compte pourquoi il s'est trompé, il peut le voir par lui-même. Alors, il existe pas mal de sites qui proposent la création d'activités auto-formatives. Donc, Learning App, vous avez aussi EducaPlay, vous avez aussi Socrative. Donc, vous pouvez ici voir, vous pouvez donc créer vos activités et lancer l'activité dans votre classe et vous avez un regard sur tout ce que vos apprenants sont en train de faire avec les résultats. Donc, ça peut être aussi un outil pour évaluer vos étudiants. Donc, une entrée étudiante, une entrée professeur. Voilà, j'avais créé une activité. Bon, ça m'a déconnecté, c'est pas grave. On va passer à un autre site, WordWall, qui propose aussi, vous voyez, de créer toutes sortes d'activités. Alors, des quiz, des roues de la fortune, des mots croisés, des anagrammes, des petits Pac-Man, ouais, tout un tas de trucs qui peut vous permettre de créer une petite bibliothèque d'exercices que vous pouvez… Alors, ça prend un peu de temps, évidemment, à créer, mais après, sachez que voilà, c'est disponible et vous pouvez le réutiliser à souhait. J'aimerais vous présenter… Bon, alors, Hot Potato, c'est assez ancien, c'est assez vieux, c'est assez has-been.
mais c'était aussi un des premiers exerciceurs qu'on utilisait et qu'on pouvait intégrer dans des plateformes de formation type Moodle. Vous avez aussi cette page à 5P qui propose aussi de faire des exercices. Je ne connais pas trop, mais aussi que l'on peut intégrer dans des plateformes LMS de formation. Quizlet, donc il est là pour faire des flashcards si vous voulez travailler le lexique. C'est très pratique. Le vocabulaire, la mémoire. Educol, qui est un générateur de mots croisés. Donc, vous pouvez créer des mots croisés pour pareil, travailler le vocabulaire. Et on passe à des activités de roue de la fortune, ce que j'appelle roue de la fortune, ou le roue. Vous avez là la possibilité de lancer la roue. Alors, j'ai créé cette petite activité où j'ai mis un articulateur de cause et vous lancez la roue et vous interrogez vos étudiants, votre ami, alors non, pas le joker, à cause de. Alors, Pépito, est-ce que tu peux me faire une phrase avec à cause de? C'est un outil un peu sympa qui change un peu. Alors, je vous demanderai une chose, c'est de ne pas bourrer vos cours d'outils comme ça multimédia. L'idée, c'est de les utiliser avec parcimonie. Sinon, vous risquez de vous perdre vos apprenants, il ne va plus savoir où aller, comme je pense que vous pouvez vous perdre actuellement avec moi. Sachez que vous pouvez les utiliser, mais n'en abusez pas. Voilà. On passe ensuite. Ah, j'aime beaucoup cette. Alors, ça, je l'utiliserai plus pour la production. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour. Les exerciceurs, les flashcards avec Quizlet, des mots croisés, des roues. Et pardon, j'ai mis quelques sites pour la systématisation. Vous connaissez évidemment le point du FLE. J'en ai mis d'autres, le français, Lingolia, etc. Qui vous permettent de trouver aussi des activités que vous pouvez envoyer. Toutes ne sont pas auto-formatives, mais la plupart. Donc, voilà, ça peut vous donner quelques idées. Ou alors des idées de création. Si vous voulez créer un exercice, vous pouvez vous inspirer de ceux qui sont proposés sur ces plateformes. Voilà. On va passer maintenant à l'étape suivante, qui est celle de la production. Donc, je vous partage mon écran. Produire. Alors, une fois que le point grammatical ou la règle grammaticale, si c'est une règle grammaticale, est systématisée, on se lance dans la production. C'est une étape de production pendant laquelle les apprenants vont s'approprier les contenus systématisés précédemment systématisés en simulant une communication réelle. On priorise évidemment la perspective actionnelle de notre enseignement. Et les apprenants vont devoir tenir compte de la situation, du profil, situation de communication, profil des protagonistes, du lieu, du moment, etc. etc. Et dans cette situation de communication, il va devoir interagir et produire ou réemployer ce qu'il a vu précédemment. C'est une sorte de simulation, si vous voulez. Donc, c'est une étape qui fait évidemment appel à l'imagination et au sens créatif de vos apprenants. Alors, vous pouvez utiliser le chat de votre visioconférence. Vous pouvez évidemment faire des travaux de production en groupe, même, je vous le recommande fortement. Vous pouvez partager votre écran, utiliser le micro et la vidéo pour donner des indications, par exemple. Alors, les outils web qui nous permettent de produire. Alors, on commence avec la production orale. Alors, Vocaro, c'est un site web qui permet d'enregistrer des voix. Alors, vous enregistrez votre voix. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 38 ans, je suis français et j'habite au Mexique. Vous arrêtez votre enregistrement. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le diffuser sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp.
vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez créer un code QR qui correspond à ce que vous venez d'enregistrer. Alors, on peut faire peut-être le test. Pareil, prenez votre appareil photo, vous le pointez devant ce code, vous ouvrez votre navigateur et, en théorie, vous devriez écouter l'enregistrement. Voilà. Bon. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez aussi télécharger cet enregistrement MP3 et vous pouvez l'intégrer. Donc ça vous donne, si vous voulez, un code à intégrer si vous travaillez sur un site internet ou une plateforme de formation comme Moodle. Deuxième outil pour la production orale, c'est Voki. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. Vous avez ici la possibilité de créer un personnage animé et de le faire parler. Donc, vous pouvez l'habiller comme vous le souhaitez et vous le faites parler avec. Hello and welcome to Voki. Voki characters like me make learning. C'est assez sympa. En général, le public jeune l'apprécie, même si les grands jeunes, les grands enfants l'apprécient aussi, les adultes. C'est assez marrant. Ici, Lips. Alors ça, c'est une application utilisable sur smartphone que j'aime bien, qui permet de détourner des vidéos. Alors, j'ai reçu la vidéo d'une amie et collègue qui a fait quelque chose sur ce site. Alors, dites-moi si vous écoutez, si vous entendez. Pense à utiliser les TIS en classe. Non, c'est trop compliqué. Et confiance, tu verras. C'est facile, beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Apprends. Et un jour, tes élèves seront contents d'utiliser les TIS avec toi. Voilà, donc c'est assez sympa. On peut imaginer tout un tas d'exploitations pédagogiques avec cet outil. Mais bon, sachez que c'est uniquement sur smartphone. J'aime bien cet outil aussi qui s'appelle dictation.io. Alors, pour travailler la phonétique, surtout, lorsque vous lancez la dictée, vous allez dicter. Donc, si je parle… Attends, je crois qu'il faut lancer. Si je parle, en théorie, le site va reconnaître ma voix et copier ce que je dis. Je m'appelle Antoine et je suis francais. Ouh là là, là c'est pas la même. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention et ça invite vos apprenants à prononcer distinctement voilà, leur production. Donc ça c'est sympa, j'aime bien. Vous pouvez changer la langue. Bon, on enseigne du français, mais c'est assez cool. Voilà. Notre outil de production orale, donc bon, c'est un peu comme Voki, ça c'est vous créez votre personnage animé, vous pouvez l'habiller, vous pouvez faire des descriptions physiques et tout, et ensuite vous l'animez avec une voix off. Pareil sur ce site, telegami.com, je crois que ça fonctionne sur le téléphone aussi. Donc pour les smartphones, vous pouvez créer votre personnage, ajouter des dialogues écrits ou oraux. C'est gratuit. Toujours pareil, hein, il existe pas mal de sites qui vous permettent de faire ça. Pixton, ici, c'est pour la production écrite. Donc, vous créez votre personnage et vous pouvez faire une description écrite qui l'accompagne. Phrase.it, alors ça, c'est une page qui vous permet de faire des BD. Je crois que j'en avais sélectionné une. Je peux vous en partager une si je vais… Alors, il faut que je l'ouvre, je vous demande une petite seconde. Je vais la chercher. Donc, vous téléchargez une image et vous l'intégrez dans ce site et vous avez la possibilité d'ajouter des bulles. Donc, vous pouvez imaginer des exploitations pédagogiques. Vous faites, par exemple, un roman photo avec vos étudiants en cours. Ça marche super, ça. Donc, je vais chercher
Elle est là. Donc, je vous partage un exemple. Vous voyez, j'ai toujours la même image du restaurant, mais on a la possibilité d'intégrer des bulles. Donc, vous pouvez coller les bulles sur le personnage de la scène. Voilà. Nous en sommes à la production écrite. Je vous partage mon écran. Si, c'est ça. Je ne sais plus où j'en suis là. Tellement de fenêtres ouvertes. Vous êtes sur phrase.it? Non. Je reprends. Voilà, c'est ça. .it pour créer un roman photo. Book Creator, c'est sympa aussi. C'est très sympa, vous voyez, vous avez la possibilité de faire des présentations animées, des livres animés que vous pouvez exporter en PDF. Vous pouvez y intégrer du son. Donc voilà, ici j'avais demandé de faire une spécialité du Mexique, la michelada, avec, voilà, vous voyez, tous les éléments sont comment on dit, configurables. On peut les configurer, les textes, on peut ajouter des capsules de son. À boire très frais. Voilà, donc on peut faire des présentations animées, des présentations d'exposés, ou voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez ensuite, quand vous avez terminé, partager, vous voyez ici, partager online votre document, télécharger un livre dans votre bibliothèque ou imprimer ce livre. Un dernier petit outil que j'aime beaucoup, alors c'est aussi pour de la production écrite et orale. Vous sélectionnez, alors ça s'appelle ThingLink, vous sélectionnez une image, donc vous voyez, c'est une photo que j'ai prise le week-end passé, et vous avez la possibilité d'ajouter des petites capsules multimédia sur cette image. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un arbre que vous connaissez peut-être, c'est un ceiba, et lorsque je clique dessus, en renseignant le lien de la vidéo, une vidéo s'ouvre avec la ceiba, Árbol Sagrado de los Mayas. Et oui, c'est une vidéo qui peut illustrer un peu le document que vous êtes en train de partager ou l'exposé que vous êtes en train de faire. Donc ici, c'est la rivière qui se jette dans la mer. Vous pouvez accompagner votre petite capsule par des enregistrements audio ou simplement mettre le nom des éléments qui sont sur l'image. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Vous pouvez partager, éditer. C'est assez facile d'utilisation, hein. Tous les sites que je vous ai montrés sont assez faciles d'utilisation. Vous voyez, je peux ajouter des étiquettes comme ceci. Alors, vous choisissez l'icône. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais mettre le numéro 8, par exemple. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, ça va être les cailloux, la mer. Hop, voilà, l'icône, vous mettez le titre. Qu'est-ce que j'ai ici? Le sable. Et vous renseignez les informations que vous souhaitez sur cette icône. Vous terminez, vous déplacez l'icône. Ah, c'était le soleil. Donc voilà. Un dernier outil pour... ah mince, c'est peut-être pas ici que ça devait se placer. Bref, les nuages de mots que vous pouvez créer en différentes formes. Alors par exemple, ici sur le thème du transport, vous pouvez créer un nuage de mots avec tout le lexique relatif au transport. Le camion, le bus, conduire, etc., etc. Donc, ça permet de proposer dans une seule image tout un tas de lexiques et puis ça invite les apprenants à les déchiffrer un peu tout le lexique, tout le champ lexical du transport, ça c'est sympa. Voilà pour ce qui est de l'étape de production. J'aimerais faire un point maintenant sur Alors, attendez une seconde. Sur la collaboration. Parce que la collaboration, c'est vraiment quelque chose d'important.
le fait de créer du travail collaboratif, ça implique davantage, je pense, vos étudiants dans leurs cours. Voilà, donc pour collaborer, vous avez évidemment la possibilité de créer des sous-groupes dans votre visioconférence. Alors, vous pouvez chatter, collaborer dans le chat, vous pouvez demander aux étudiants de mettre une phrase, chacun enrichit, si vous voulez, le texte phrase par phrase dans le chat, soit les breakout rooms, qui sont les sous-groupes, les sous-classes, les petits groupes de classe, groupes de travail. On peut utiliser le partage d'écran aussi, et quelque chose que j'utilise beaucoup lorsque mes étudiants sont en train de travailler ensemble, c'est la prise de contrôle. C'est-à-dire que je leur demande de travailler sur un document commun et je passe de groupe en groupe et je prends le contrôle. C'est-à-dire que je vais prendre le contrôle de la personne qui partage le document. Ça me permet de corriger directement leur production, de corriger les fautes en leur disant voilà, regarde là, ici, tu as fait une petite erreur et vous avez la possibilité de faire la correction vous-même. Vous pouvez aussi donner le contrôle à un apprenant. Vous pouvez lui dire, alors vas-y, à toi de participer sur le document. Tu peux noter sur, par exemple, un tableau blanc partagé. Vous pouvez lui demander de participer. Les outils web pour la collaboration. Alors, vous connaissez certainement Google Doc. Google Doc, c'est Google Drive. Alors, Google Drive, c'est un espace de mutualisation dans lequel plusieurs personnes peuvent travailler sur le même document. Je ne vais pas faire, il nous reste 5 minutes, donc je ne vais pas faire d'exemple, de démonstration, mais sachez que vous pouvez créer un travail collaboratif sur une page Google Doc ou page Word de Google, ou demander à vos étudiants de travailler en collaboration sur une présentation sur Google Slide, qui est l'équivalent de PowerPoint. Ce que j'aime beaucoup, moi, de ce site ici, Dotstorming, c'est ce qu'on appelle un écran partagé. Un tableau partagé, pardon. Donc, une fois que chacun a créé son travail, rendez-vous sur Dotstorming ou sur Padlet et vous avez la possibilité ici d'afficher tous les travaux de la classe. Donc, les travaux s'affichent. Vous pouvez mettre un like si vous aimez ou pas, évidemment, et vous pouvez commenter. Donc, des commentaires, vous pouvez peut-être demander de corriger les éventuelles erreurs qui sont sur la production, etc. etc. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Je trouve qu'il est un peu plus lent depuis qu'ils ont changé la version. Il est visuellement plus sympa, mais un peu plus lent. Et Padlet, pareil, travail collaboratif, visuellement très sympa et assez facile d'utilisation. Alors ici, c'est un peu comme un Google Doc. Ça permet, vous voyez, chaque apprenant a une couleur et chaque apprenant peut enrichir un texte, participer à un texte, chatter, mais aussi écrire directement sur la page qui est ouverte. Pour ce qui est des outils collaboratifs. Vous me poserez des questions après, je suppose que vous en avez quelques-unes. Je voudrais vous présenter en dernier lieu l'outil d'évaluation. Hop, je vous partage. Voilà, donc l'outil d'évaluation, ce qui me semble… Alors, vous pouvez tout à fait utiliser, configurer n'importe quel exerciceur pour évaluer les exercices auto-formatifs, mais vous avez ici sur Google Forms la possibilité de faire différents types de formulaires, différents types d'évaluations. Alors, on peut faire évidemment notre évaluation sommative de fin de niveau grâce à Google Forms.
On peut aussi faire des questionnaires si c'est une classe inversée ou si j'ai décidé de travailler à partir d'une vidéo. On peut faire des questionnaires ou des évaluations, des auto-évaluations, donc des formulaires sur lesquels votre apprenant va s'auto-évaluer. Et on peut également faire ce qu'on appelle des évaluations par les pairs, des évaluations entre apprenants. Voilà, c'est aussi un programme qui est gratuit, donc qui fait partie de Google Drive. Je pense que Google Drive est un incontournable si l'on souhaite travailler en distanciel, travailler en classe virtuelle. Vous avez ces 4 outils, donc moi j'ai plus utilisé les 3, Docs, Slide et Form, qui sont presque indispensables et très, très, très utiles pour l'organisation de vos cours, mais aussi pour l'organisation du travail collaboratif, etc., etc. Voilà, bon, je pense qu'on arrive au bout de cette présentation. Je vous propose maintenant de me poser vos petites questions. Vous les avez déjà posées. J'espère avoir été clair. C'était Merci un peu la beaucoup. course. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation très très riche. Je crois qu'on est resté bouche bée. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je vais peut-être passer la parole à Hilda. Hilda, est-ce que tu as Oui, reçu merci quelques beaucoup questions? Antoine. Alors, non, on n'a pas beaucoup de questions. En fait, on n'a que des commentaires dithyrambiques. C'est génial, superbe, fantastique, excellent pour les cours de FLE. Ça faisait longtemps que j'attendais quelque chose comme ça. Donc, je pense que la plupart des participants vont partir très, très contents et avec plein d'idées. Et sinon, je vois qu'il y a des questions qui commencent à apparaître. Premièrement, il y a quelqu'un qui nous a demandé si pour l'utilisation de Vocaro, il faut avoir un compte, ouvrir un compte ou créer un compte. Pas besoin de compte sur Vocaro, c'est ce qui est assez sympa. Vous avez la possibilité de vous arriver sur la page, vous enregistrer, vous partager. C'est fini. Ok, d'accord. Alors, une personne qui dit qu'il a cru comprendre que la plupart des outils présentés étaient gratuits. Il demande si c'est vraiment le cas et si tu utilises d'autres applications qui soient payantes et si c'est le cas, lesquelles tu pourrais recommander? Alors, toutes les applications que j'ai présentées ne sont pas gratuites. Il y en a qui sont en partie gratuites. Vous avez des fonctionnalités qui sont cachées ou qui sont inutilisables si vous avez un compte gratuit. Donc, je pense à vous d'explorer, de voir quel outil vous conviendrait le mieux. La plupart sont gratuits ou proposent du moins une des fonctionnalités gratuites. Donc, vous pouvez toujours faire quelque chose, un minimum, avec les outils que je vous ai présentés. J'ai presque créé un compte sur toutes les applications que je vous ai montrées et j'ai payé pour aucune. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. D'autres applications que j'utilise personnellement. Alors oui, il y a un site que j'utilise pas mal, c'est le site des experts. Vous connaissez peut-être, je vous l'écris dans le chat. Et là, oui, j'achète parfois. Même, nous avons pris un abonnement avec certains collègues. Nous nous sommes regroupés et entre nous tous, nous avons acheté l'abonnement annuel qui nous permet d'avoir accès, les experts, voilà, c'est le site des experts qui nous permet d'avoir accès à tout un tas de ressources pédagogiques très bien faites. Alors, d'autres meilleures que d'autres, évidemment, mais vous avez des fiches de grammaire, des grammafiches, de grammaire inductive. C'est vraiment bien fait. Il y a aussi des mini-formations, des ateliers pour les profs. Donc, oui, moi, je vous recommanderais ce site, lesexperts.com. Je sais, oui, .com, je crois. Ouais. Ok. Une autre question, est-ce que tu peux recommander ou conseiller des tips pour améliorer la production orale en ligne avec des enfants de 8 à 12 ans? Je pense que c'était un peu le thème Ok, alors bon, précédent. je
je ne travaille pas avec des enfants, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais je vous ai montré quelques outils qui sont assez sympas. Vous voyez, avec les petits personnages animés, chacun peut créer son petit personnage, ce qu'on appelle son avatar, et puis faire des descriptions. Alors, qu'est-ce qu'il porte? Ah, il porte un chapeau bleu. Il y avait un site que j'aimais beaucoup, mais depuis 2021, ça ne marche plus vu que Flash n'est plus supporté par nos navigateurs. C'était Languages Online. C'était un site australien, je crois, avec des jeux très sympas. Pas trop en fait, pas trop de production, mais plus de lexique et de grammaire, de systématisation. Bon, ça ne marche plus malheureusement. Storybird, je vois dans le chat, oui, c'est aussi sympa pour créer des petites histoires à partir des oiseaux. Je l'avais utilisé quelques fois. C'est très sympa. Ouais, créer des contes. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. J'en ai vu juste moi 2 dans le chat qui étaient passés pendant ta présentation, Antoine. Oui. Une personne qui disait que quand elle partageait souvent, enfin quand elle utilisait ces outils dont tu parlais, enfin quelques-uns de ces outils, elle avait des problèmes d'Internet. Est-ce qu'il y a des outils qui fonctionnent hors ligne, elle demandait. Drive. Je pense que Drive, vous pouvez l'utiliser hors ligne. Google Drive. Tout ce qui est Google Doc, Google Slide, Google Form, vous pouvez les utiliser en ligne. Les autres, malheureusement, non, je ne pense pas. Parce qu'il faut se connecter à Internet. Ce sont que des sites qui demandent du réseau. Ok. Et peut-être une personne également, quand tu as expliqué comment mettre un fond virtuel, demander comment ça marche. En fait, on ne voyait pas ta souris, donc je pense qu'elle n'a pas vu où c'est qu'il faut cliquer, etc. Voilà. Alors, vous voyez en bas à gauche de votre écran, il y a un petit micro et à côté une petite icône de vidéo et une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche et vous choisissez choisir un fond virtuel. Et là, vous avez, alors, soit vous sélectionnez les images prédéfinies, vous pouvez même maintenant, avec les nouvelles fonctionnalités de Zoom, vous pouvez regarder, vous ajouter des espèces, je peux me rajouter du rouge à lèvres, regardez ma bouche. Hop. Oh non, ça bug. Si, vous voyez, j'ai du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres violet. Bon, il y a des petits gadgets comme ça qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Là, je me suis rajouté des sourcils. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Comme le floutage. Alors, je n'ai pas téléchargé la dernière version, mais j'ai vu ce matin qu'un collègue l'utilisait. Je vais m'enlever le rouge à lèvres. C'est la possibilité de mettre votre fond en flouté. Pour éviter de voir El Sobrino que pasa avec le sandwich dans la bouche, c'est parfois utile. Flouter ou changer votre fond carrément. Une personne qui demande quel serait le temps accordé à tous ces outils, par exemple pour un cours de 90 minutes. Alors, ça dépend l'étape, ça dépend l'activité que vous proposez. Si c'est une production, si c'est une tâche finale, ça peut vous prendre peut-être 2 jours. Si c'est une activité de production, ça peut vous prendre 10 minutes. C'est à vous d'organiser en fonction. Alors, pour ce qui est des exercices de systématisation, par exemple, ça ne durerait pas plus de 5 minutes par exercice, peut-être 10. Ça dépend de l'exercice, ça dépend de l'étape. Il y a une personne qui fait un commentaire qui me paraît intéressant, qui dit que peut-être que ça ne marche pas sur tous les ordis. Par exemple, il dit qu'il a un vieux Mac de 2010 ouais, mais et on il connaît considère Mac que c'est peut-être impossible. Comment, pardon? J'ai dit, on connaît tous l'ordinateur de Pierre qui ne fonctionne plus. Faudrait qu'il... on va faire une cagnotte. Alvemos la vaca. Ouais. Bon. Oui, c'est vrai que, alors c'est ça, malheureusement,
Oui, il y a parfois des problèmes d'actualisation. Moi, j'ai des problèmes avec mon vieux téléphone. Je ne peux pas enregistrer certaines applications. Voilà. C'est malheureusement, ça fait partie du système. Il faut s'actualiser. Hagamos una tanda. Je ne sais pas ça. Mais c'était une vaca Hagamos chez moi. Oui, voilà. Dans tous les cas, moi, je voudrais faire un commentaire. Oui. Par exemple, pour des professeurs qui n'avons pas beaucoup de facilité pour toutes les questions techniques, non? Parce que moi, je pense qu'il faut quand même un temps pour se préparer, bien s'organiser avant d'arriver en cours, ne pas vouloir les faire comme ça, sans préparation, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, pour manipuler toutes ces applications, moi, je pense qu'il faut quand même avoir un certain entraînement. Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple? Est-ce qu'il faut s'y mettre pendant quelques temps avant de l'utiliser en classe ou... Ah, évidemment. Le principe de la classe virtuelle, c'est que ça demande un certain temps de préparation. Hein. Vous ne pouvez pas vous lancer dans votre classe virtuelle en vous disant « bon, je vais utiliser ça ». Non, il faut que vous ayez au préalable découvert l'outil, peut-être créé du contenu sur cet outil. Donc, explorer, manipuler, tester, créer, partager, demander à vos collègues. Voilà, je serais plus… voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est ça, de découvrir de manière empirique chaque programme. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si vous pouvez utiliser votre boîte mail, vous pouvez utiliser ces sites. OK. Hein. Et une fois que vous avez la logique… Oui, c'est simplement une question d'entraînement. c'est une question d'entraînement, voilà, c'est comme tout. Hein. Alors, je vous envoie le lien. Dites-moi si vous y avez accès. Ça doit être le lien de ma présentation. Mhm. Lecture. N'allez pas tout modifier, s'il vous plaît. Je ne pense pas que vous pouviez, mais voilà, j'ai mis un peu de temps à la faire. Donc, ok, super. Voilà. Je Bah, vois ça me fait juste une plaisir. dernière Oui. question de Younes qui demandait si l'utilisation de ces outils peut être contre-productive, Oui, de tous ces outils en général. en général, oui, ça peut l'être si vous en abusez. Je pense que si vous souhaitez utiliser tous les outils pour toutes les étapes, ça va être compliqué. Hein. Vous risquez de faire perdre le fil à vos apprenants. Ils vont se sentir… Et c'est là où je pense que c'est contre-productif. Après, ça dépend vraiment de vous. Hein. C'est à vous d'intégrer ces outils de manière pertinente dans votre cours. Voilà. Moi, je pense qu'il y a… Enfin, ce sont que des plus, quoi. Si c'est contre-productif, je n'utilise pas. Mhm. Dernière question de Pierre. Y a-t-il des applications dites populaires que tout le monde utilise et que tu n'aimes pas? Si oui, lesquelles? Kahoot. Lesquelles? Moi, j'aime pas trop Kahoot. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop, il y a trop d'informations, c'est visuellement trop flashy. C'est quelque chose ouais, que j'utilise très peu. Sinon, je réfléchis, non, j'ai pas d'autres. Non, non. Sinon, je teste et voilà. Si je sais pas, tu pensais à quoi en particulier, Pierre? Il y a peut-être. Moi, ce qui me rend dingue, c'est quand la Ouais, moitié des infos de l'app est écrite en anglais. ouais, mais ouais. Je suis allé chercher quelques apps, quelques sites en anglais. Ouais. Quizy, c'est très bien. Ouais, je t'avoue que je l'ai découvert cette semaine. Je ne l'utilisais pas trop. J'ai créé quelques trucs, c'était pas si mal que ça. La transmission à travers les réseaux sociaux. Ah ben moi, tous mes groupes, nous avons tous un groupe de groupes sur WhatsApp. Donc j'utilise
beaucoup WhatsApp pour mes cours. C'est plus d'ordre organisationnel, si vous voulez. Si quelqu'un rate son cours, il peut récupérer sur WhatsApp avec les collègues. Ça permet aux apprenants de lien entre eux et avec le professeur, accessoirement. J'ai d'autres collègues qui utilisent, alors ce n'est pas les réseaux sociaux, mais Drive, avec des dossiers qui sont créés par unité, par niveau, et le professeur renvoie et organise presque tout son cours sur Drive, en partageant les liens des différents documents qu'il a créés. Alors, il existe aussi, je ne vous en ai pas parlé, de Google Classroom, que vous pouvez explorer, qui vous permet de créer des unités d'enseignement. On n'a pas le temps de le voir, mais prenez en considération, explorez-le. C'est pas mal. Oui. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je vois que voilà, il n'y a plus que des commentaires, mais en tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette présentation très très riche, très intéressante. Merci à vous tous d'avoir suivi cette formation un vendredi après-midi. Et je vous invite donc pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 mai à 17 h, qui sera donné par Nathalie De Oliveira, qui est responsable du service formation de l'IFAL. Et ce webinaire portera sur comment évaluer ses élèves à distance, notamment voilà, dans le cadre des cours en ligne. Donc le 27 mai, on vous attend nombreux. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci encore. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.